l'enfant d'Ahmed et le chien Taïou. Sadia allait de temps à autre à Bouchraf pour rendre visite à Tawas. Dahman lui tenait tout le temps compagnie. Un jour, Dahman avait remarqué un chiot dans la maison de son grand-père maternel. Ce chiot était de race locale et avait une couleur blanche. L'enfant commença à jouer avec le petit animal et demanda à son grand-père de le lui donner. Le grand-père avait accepté et avait exigé de son petit-fils de bien s'occuper de lui et de ne pas oublier de lui donner à manger. L'enfant était très content d'avoir un petit compagnon. Il l'appela Taïou. Taïou fut donc mis dans un couffin de paille et transporté au Djebel Mraïsan. Dahman s'occupa soigneusement de Taïou. Là où il allait, le chien le suivait. Quand Taïou voyait quelque chose qui bougeait, il s'arrêta et commença à remuer sa queue en aboyant. Alors l'enfant savait que Taïou avait découvert quelque chose. En arrivant sur place, l'enfant trouvait soit une tortue, soit un serpent, soit un hérisson, soit un lézard, soit une sauterelle. Taïou grandit vite. La nuit, il couchait à l'intérieur de la maison. Il se mettait devant la porte d'entrée et au moindre bruit, il se levait et aboyait. Sadia et l'enfant se sentaient en quelque sorte en sécurité dans ce djebel en compagnie de Taïou. L'accident survenait à Saïd en France. Pour Sadia, cela fait déjà plusieurs mois qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de ses deux enfants. Aucune lettre ne lui était parvenue. Elle était devenue très inquiète. Un jour, elle avait appris qu'une personne de Bouchraf venait d'arriver de France. Alors, elle s'empressa d'aller la voir. D'ailleurs, c'était une tradition d'aller rendre visite à quelqu'un qui revenait après une longue absence. Les gens lui rendaient donc visite et lui offraient des petits cadeaux, sucre, œufs ou autres, en lui souhaitant la bienvenue. Ce genre de visite était appelé Ahmed Salam. Sadia commençait à poser des questions au cousin qui venait d'arriver de France. Ce dernier lui a appris que Saïd était à l'hôpital. Il s'était blessé au chantier où il travaillait. Il était employé dans une société de pose de chemin de fer et un rail lui était tombé sur le pied et lui avait coupé les orteils. Il ajouta que Belkacem lui rendait souvent visite et s'occupait bien de lui. Son accident n'était pas grave. Et dit, moi-même avant de venir, je lui avais rendu visite. D'ailleurs, tes deux enfants m'avaient chargé de te passer leur bonjour. Alors, il ne faudrait pas vous faire beaucoup de soucis, tout ira bien, vous verrez. Sadia tremblait en écoutant l'homme parler. Elle savait qu'elle ne pouvait rien faire. Alors, elle ne s'arrêta pas de prier Dieu à ce qu'il lui rende ses enfants le plus tôt possible sains et saufs. Elle prit l'enfant par la main et retourna vers la maison au Djebel. À l'arrivée, c'était sa tante Lalla al-Hadja qui était venue à sa rencontre. Elle lui avait dit « J'espère que les nouvelles sont bonnes. » Non, répliqua Sadia, et elle lui fit part de l'accident de Saïd. La construction des murs de clôture par Sadia. Les deux maisons construites initialement à Mraïsan n'avaient pas de clôture. Elles donnaient directement vers l'extérieur. Ceci gênait considérablement Sadia, qui décida de construire elle-même le mur de clôture. D'abord, elle repérait les pierres qui étaient plus ou moins taillées, puis elle les ramassait en faisant des tas çà et là. Ensuite, elle les portait une par une sur son dos jusqu'au devant de la maison. Dès qu'un grand amas de pierres était constitué, elle passait à la construction. C'était de cette façon-là qu'elle était arrivée à ériger le mur de clôture. D'ailleurs, ce travail, bien qu'il fût pénible, lui permettait d'oublier un petit peu le souci qu'elle avait de ses enfants. Le retour de Belkacem de France. Avant le coucher du soleil, Sadia restait toujours devant le seuil de la maison et regardait l'horizon. Un jour, elle remarqua la silhouette d'un homme
qui s'approchait avec une valise sur les épaules. Après un petit moment, elle réalisa que c'était son fils Belkacem. Elle se précipita vers lui en criant « Belkacem, Belkacem !» Les larmes de joie ruisselaient sur ses joues. Belkacem laissa tomber sa valise par terre, entoura sa mère de ses deux bras et l'embrassa. C'était une très grande joie. Ce soir-là, la mère avait sorti de ses stocks la viande séchée appelée khli'a et avait roulé du couscous. Elle avait préparé pour l'occasion un très bon repas. Belkacem avait ramené pour sa mère et Taous des coupons de tissu et pour Dahman une chemise à carreaux de couleur verte. Durant toute la nuit, Belkacem racontait à sa mère comment Saïd s'était blessé et comment allaient Jamila, son mari et ses enfants. Enfin, il avait rassuré sa mère que toute la famille allait bien et que Saïd serait bientôt parmi nous et en bonne santé. Le lendemain matin, Belkacem, sa mère et son enfant descendirent à Bouchref pour voir Taous, lui remettre ses cadeaux et la rassurer que Saïd allait très bien et qu'il rentrerait bientôt. Les gens du village, en voyant arriver Belkacem, étaient accourus à sa rencontre pour le voir et lui demander aussi des nouvelles de leurs proches qui travaillaient aussi en France. Belkacem répondait à toutes les questions et assurait les gens que tout le monde allait bien. L'extension de la maison initiale. Les 2 pièces construites initialement au Djebel étaient jugées insuffisantes. Aussi, Belkacem avait-il décidé de procéder à leur extension, et ce avant le retour de son frère Saïd. Il commença par construire une 3e pièce sur le prolongement des 2 premières. Ensuite, il enleva les 2 murs latéraux de la pièce centrale et suréleva son toit pour en faire une entrée principale couverte. À l'arrière de cet aménagement, il construisit en parallèle 2 grandes pièces dont le toit était couvert de plaques de schiste, appelées sfa, sorte de roche plate. Sorte de roche plate fine et de couleur grisâtre. Enfin, il érigea 2 autres murs qui reliaient les 2 blocs et donnaient naissance à une grande cour intérieure. Le sol de la cour était pavé de pierres plates pour éviter la boue en hiver. À la fin des travaux, la maison avait pris un joli aspect. L'entrée principale permettait à un cavalier d'entrer directement sans descendre de sa monture. De part et d'autre de cette entrée se trouvaient des petits quais pour permettre le déchargement des fardeaux, le dépôt de la barda'a et les harnais. Les pièces de la façade avaient des fenêtres qui donnaient vers l'extérieur. Après le hall d'entrée se trouvait la cour, puis 2 autres pièces dont les portes et fenêtres donnaient sur la cour. L'achat d'une mule. Un jour, Belkacem était allé en ville pour acheter du sel, des allumettes et du pétrole pour le quinquet. Le soir, il était revenu à dos d'une mule. Il dit à sa mère, « Ma mère, je l'ai achetée. C'est une jeune mule qui n'avait pas travaillé beaucoup. Cette mule était de couleur marron et très docile. » La mère Sadia était très contente. Elle ramena un peu d'huile et l'appliqua sur le front de la mule en disant « Bismillah, Allah ibark, Allah ibark. Enfin, nous avons maintenant une monture, dit-elle. » Belkacem aménagea rapidement dans le hall d'entrée un endroit pour ranger la barda et ses accessoires. Il plaça la mule dans une pièce vide qui sera désormais l'écurie. Belkacem et Saïd s'échangeaient du courrier. Les lettres adressées à Belkacem étaient domiciliées chez un épicier à Borj Bararij. Il arrivait parfois que les lettres reçues étaient rédigées en français. Alors Belkacem partait à dos de mule chez un ami à lui pour qu'il lui les lise. Le retour de Saïd de France. Des mois étaient déjà passés et voilà que Saïd adressa une lettre dans laquelle il disait qu'il était entièrement guéri et qu'il allait bientôt rentrer.
C'était une très bonne nouvelle pour Taous et Sadia. Tout le monde attendait donc avec impatience le jour où Saïd pointerait à l'horizon. Des semaines s'écoulèrent et enfin voilà Saïd qui rentra à la maison. C'est en fin d'après-midi. Il était bien vêtu, ses cheveux bien peignés et ses chaussures bien luisantes. Tout le monde accourut pour l'accueillir et l'embrasser. Sadia était folle de joie en voyant son fils marcher normalement. Elle pensait auparavant qu'il ne pouvait plus marcher. Saïd porta Dahman dans ses bras et lui dit « Tu as grandi !» La mère Sadia prépara un repas digne de cette occasion. Le lendemain, Saïd alla chercher sa femme Taous de ses parents. Elle était venue cette fois-ci à dos de mule. La famille était donc toute réunie. Le mariage de Belkacem à Mraysan. Sadia, dans son profond intérieur, pensait toujours à remarier son fils Belkacem. Les déplacements fréquents de la mère Sadia à l'occasion des fêtes lui avaient permis de repérer une fille qui convenait parfaitement à son fils. Elle avait gardé cela secret. La décision de remarier Belkacem fut prise et la mère proposa à son fils la fille qu'elle lui souhaitait. Cette fille s'appelait Louisa. Elle était d'une région appelée Djbeliya. Son village s'appelait Ouled Sid el-Messoud. Sa famille avait des liens de parenté avec le village de Bouchref. Son père s'appelait Silahsen. Belkacem accepta. Les détails que lui avait donnés sa mère lui avaient fait rappeler qu'il avait déjà travaillé avec son père dans la construction d'un hangar pour le remis à la ferme d'El Hamil. Silahsen avait donc laissé une très bonne impression pour Belkacem. Après la conclusion des accords, une grande fête avait été organisée. La mariée avait été ramenée de Djbeliya à Ain Sultan par voiture et de Ain Sultan à Djbel Mraysan à dos de mule. Tout le village de Bouchref avait été invité. Les gens arrivaient par groupe, à pied et à dos de mule, par le chemin de montagne qui passait par le rocher appelé Kefl Mtahan. C'était une grande fête. Jamais auparavant cette montagne n'avait connu une animation pareille. La conclusion d'un marché par Belkacem pour l'élevage de moutons. C'était l'année 1956. Les travaux d'agriculture à Mraysan étaient devenus cycliques. Un jour de cette année, une personne d'un douar lointain était venue proposer à Belkacem de lui confier des moutons pour les faire paître au Djebel et en contrepartie, il recevait la moitié du lait, du beurre, de la laine et aussi la moitié du nombre d'agneaux qui naissaient. C'était un marché qui consistait pour l'un la fourniture de brebis et pour l'autre la garde, les soins et la nourriture des bêtes. En fin de l'année, le fruit serait réparti entre les deux parties à parts égales. Belkacem accepta donc le marché et un troupeau de 10 moutons fut ramené au Djebel. L'enfant d'Ahmed désigné comme berger du troupeau. Dahman avait déjà 6 ans. Il était tout désigné de garder ses moutons. Dans la cour de la maison, un coin fut couvert et des mangeoires réalisées avec des branches d'arbres et du fil de fer avaient été fixées au mur. Ainsi, une bergerie pour les moutons venait d'être réalisée. Dahman connaissait déjà bien les lieux. Chaque matin, musette en bandoulière et flûte à la main, il partait avec son troupeau en direction des pâturages. Son chien Taïou le suivait de près. Quand une brebis s'éloignait du troupeau, l'enfant jetait dans sa direction une petite pierre et criait. Taïou courait vers la pierre en aboyant. La brebis de peur râlait donc le troupeau. Ainsi Taïou fut dressé pour cette nouvelle besogne. Il était arrivé, sur simple cri de l'enfant, d'aller râler au groupe le mouton qui s'était éloigné. Dahman marchait pieds nus. La peau de ses pieds était devenue tellement dure qu'il ne ressentait ni épines ni pierres. La peau de contact avec le sol s'usait souvent et laissait apparaître en dessous une autre toute neuve. Ses jambes étaient toutes égratignées par les chaumes et les plantes épineuses hautes. Prise de la pointure de Dahman.
Un jour, Dahman avait remarqué que son grand-père maternel et d'autres gens de Boshraf étaient venus couper le blé à l'endroit dit favorable. Alors, il décida d'amener son troupeau paître dans leur proximité. En arrivant sur les lieux, il embrassa son grand-père et ses oncles. Le grand-père Silmadani, emmenant l'enfant au bergoun, petite tente, et lui donna à manger. Ensuite, il découpa un morceau d'une ficelle qui pendait de son tablier et mesura le demi-tour du pied de l'enfant en mettant des nœuds comme repère sur la ficelle. Une fois la prise de mesure terminée, il rangea le bout de ficelle minutieusement dans la poche supérieure de son gilet et ordonna à l'enfant de revenir dans 2 jours à cet endroit. L'enfant ne savait pas ce que cela signifiait. Il promit à son grand-père d'être au rendez-vous et regagna son troupeau. Le programme de garde des moutons durant l'été. À la mi-journée, quand le soleil devenait très ardent, Dahman emmenait ses moutons s'abreuver à la source de Ain Shiwana. Ensuite, il les ramenait à la bergerie pour un repos. Ce repos était appelé Al-Dhoha. Quand l'ombre des rochers devenait plus lent et que la température baissait, le troupeau était alors emmené de nouveau au pâturage. Le soir, au coucher du soleil, c'était le retour. Les femmes dans la cour rangeaient les brebis et commençaient à les traire. La destination du lait est récupérée. Une maigre partie du lait était destinée à la consommation de la famille. La partie du lait la plus importante était stockée dans de grandes marmites en argile. Quand le lait devenait caillé, il était versé dans une sorte de outre à parois souples. Cette outre, appelée shekwa, était accrochée à la charpente de la maison et les femmes la secouaient pendant un bon bout de temps en ajoutant à chaque fois de l'eau jusqu'à obtention du beurre et du petit lait appelé l'ben. Le lben était consommé à volonté par la famille. Par contre, pour le beurre, les femmes lui rajoutaient du sel et le stockaient dans des marmites en argile couvertes hermétiquement avec des couvercles en plâtre. La première paire de chaussures de Dahman. Dahman n'avait pas oublié le rendez-vous tenu avec son grand-père maternel. Le jour convenu arriva. Alors, l'enfant conduisit son troupeau doucement jusqu'à l'endroit du rendez-vous. Son grand-père le vit et lui fit signe d'aller vers la tente, le bergoun. L'enfant obéit à son grand-père, le rejoignit et sortit de sa coche. L'enfant obéit et son grand-père le rejoignit et sortit de sa coche une paire de sandales neuves. Cette paire de chaussures était faite avec des lanières en cuir de couleur rouge et une semelle découpée à partir d'un pneu de voiture. Les lanières étaient maintenues entre elles par des rivets qui brillaient sous les rayons du soleil. Le grand-père ordonna à l'enfant d'essayer donc cette sandale. L'enfant glissa rapidement ses pieds à l'intérieur de la chaussure. La sandale épousa parfaitement les pieds de Dahman. Le grand-père posait quand même des questions à l'enfant. « Est-ce que la sandale ne te serre pas le pied? Est-ce que les lanières ne te font pas mal ?» « Non, avait répondu l'enfant, qui était très content. Il embrassa son grand-père, le remercia et alla rejoindre son troupeau. C'était la première paire de chaussures pour Dahman. L'odeur de la guerre de libération du pays. Durant cette période, à Mraysan, quelque chose se tramait. Quand les hommes étaient entre eux, ils chuchotaient comme s'ils ne voulaient pas être entendus. Il arrivait souvent que des personnes venues de loin disaient que tel Dachra ou tel Douar avait été bombardé par l'aviation française. Les gens ne cessaient d'évoquer l'avion jaune et l'avion mouchard. D'ailleurs, quand l'un de ces avions passait au-dessus du Djebel, les gens se cachaient sous les rochers ou sous les arbustes. C'était la guerre de libération. Les termes qui revenaient souvent dans les discussions secrètes entre les hommes étaient Al-Jabha, Al-Thawra. Les familles dans le village avaient été détruites, se réfugiaient ailleurs, là où elles trouvaient des liens de parenté. Les familles commençaient à se regrouper de plus en plus. Fatima, la fille d'Al-Hajja, qui habitait auparavant la forêt de l'Arafat, était venue avec son mari Amr s'installer chez ses oncles Belqasem et Saïd. Le frère de Si Mohamed, qui vivait près de Chouf,
étaient venus habiter à Mraïsan. De temps à autre, des militaires français venaient au Djebel. Ils fouillaient les maisons et prenaient tout ce qui passait entre leurs mains, surtout des poules et des lapins. Une fois, c'était des militaires français de couleur que les gens appelaient Sénégal qui étaient passés. Plusieurs fois, les militaires français tiraient des obus à partir de Ain Sultan sur Mraïsan. Les obus tirés percutaient les rochers et faisaient jaillir des éclats. Dès les premiers tirs, les habitants de Mraïsan sortaient des maisons et allaient se réfugier dans des coins protégés. Quand les tirs se faisaient la nuit, les gens sortaient aussi le bétail des écuries. Un jour, Belkacem, en rentrant le soir à la maison, s'assit dans un coin, la tête entre les mains. Il resta muet, pas même le moindre mot. Sa femme et sa mère, debout devant lui, l'harcelèrent de questions et cherchèrent à savoir ce qui s'était passé. Après un long moment, il se leva et dit à sa femme que son père, Sidi Hassan, avait été tué par les soldats français. Allah yarham. Tout le monde éclata en sanglots. Louisa ne se contrôlait plus. Elle pleurait et criait de toutes ses forces. Le lendemain, Belkacem et sa femme partirent pour assister à l'enterrement de Sidi Hassan. Le voyage était difficile et dangereux en raison de la situation qui était très tendue. Par la suite, les mauvaises nouvelles étaient devenues courantes. Il arrivait souvent de voir à partir du Djebel Mraïsan des avions bombarder les régions de Tefreg, Djebel Zemmoura et des hélicoptères appelés Banan larguer des parachutistes au-dessus de ces régions. Un jour, les soldats français avaient conduit tous les habitants de Mraïsan à Ain Sultan et leur avaient pris des photos d'identité. Sur la photo apparaît un numéro et l'inscription Blondel qui était l'appellation du village Ain Sultan. Malgré cette atmosphère, les familles de Djebel Mraïsan continuaient à s'accrocher à la terre. L'apprentissage du Coran à l'enfant Dahman. Saïd regardait souvent le petit Dahman aller et venir avec son troupeau. Un jour, il dit à sa mère, Sadia, l'enfant doit apprendre le Coran. On doit lui apprendre d'abord à lire et à écrire. La grand-mère Sadia trouva cette idée géniale et ajouta, comme ça il pourra aussi lire et écrire des lettres. Alors Sadia commença à préparer des crêpes. Ghuraif. Elle réalisa une pâte très diluée de semoule et la versa avec une louche dans un tadjine en argile. Après la cuisson, la crêpe était imbibée de beurre et parsemée de sucre. Il était de coutume quand un enfant allait à l'école coranique pour la première fois, sa famille faisait des crêpes. La crêpe présentait une face pleine de petits trous et cela symbolisait en quelque sorte la prédisposition du cerveau de l'enfant à accumuler beaucoup de savoir. Pour les débuts, il fallait donc une planche pour écrire dessus, de l'encre et une plume. Alors Saïd confectionna une planche qu'il perça à l'une de ses extrémités. Il passa à travers le trou une ficelle qui servirait de poignée. Pour l'encre, il mit une grande touffe de laine dans un tadjine sur le feu. Au bout d'un moment, la laine fondait et laissait couler un liquide noirâtre. Il récupéra ce liquide, le mit dans un petit flacon en verre et rajouta quelques gouttes d'eau. Ainsi fut obtenue l'encre appelée smar. Quant à la plume, c'était très simple. Saïd prit un bout de roseau et avec le couteau Boussadi, il tailla rapidement la plume. La planche fut enduite auparavant par une couche de terre appelée salsal et laissée sécher au soleil. Elle était prête pour l'écriture. Saïd fit donc asseoir l'enfant à côté de lui et commença d'abord à lui écrire Bismillahirrahmanirrahim. Ensuite, avec la plume de roseau non imbibée d'encre, il écrivait toutes les lettres de l'alphabet arabe depuis la lettre Alif jusqu'à la lettre Ya. Après cela, il demanda à l'enfant de prendre correctement la plume et de la plonger légèrement dans l'encrier et de suivre les traces des lettres. Dahman s'appliqua et suivit minutieusement avec la plume les lettres en faisant très attention à la moindre courbure. Toute la famille était contente. Sadia ne cessait de distribuer les crêpes. Dès que l'enfant eut terminé l'écriture, Saïd commença à lui présenter les lettres. Alif n'a pas de point. Ba a un point au-dessous. Ta a 2 points au-dessous. Tha a 3 points au-dessus.
et ainsi de suite jusqu'à la lettre Ya qui a 2 points en dessous. Il fallait donc apprendre tout cela par cœur et se rappeler la forme des lettres. Depuis ce jour-là, Dahman ne se sépara plus de sa planche. Il la prenait toujours avec lui là où il allait avec son troupeau. Ainsi, l'enfant avait appris à lire et écrire. Par la suite, Saïd lui dicta Surat al-Fatiha. Au fur et à mesure que l'enfant apprenait une sourate, il venait la réciter par cœur à son oncle. Ce dernier lui dicta une autre sourate et ainsi de suite. Dahman devenu un fin berger. Dahman connaissait parfaitement la montagne. Il était devenu un fin berger. Il connaissait les endroits où les pâturages étaient abondants. Quand une brebis ou une chèvre mettait bas un petit, il le rapprochait de sa mère et l'aidait à téter. Le soir, au retour, il le ramenait dans ses bras. Il connaissait les animaux dangereux tels que les scorpions, les serpents et les chacals. Partant de brouillard, il ne s'éloignait pas avec son troupeau. Il restait dans les environs des maisons, car les chacals choisissaient ce genre de temps pour attaquer les bêtes. Taïo, lui, restait toujours vigilant. Quand il commençait à rôder autour du troupeau et à aboyer fortement, c'était un signe de danger. Alors Dahman recoupait les bêtes dans un endroit protégé et restait sur ses gardes jusqu'à ce que le danger fût écarté. L'achat d'une vache. Le nombre de moutons et de chèvres avait augmenté. Il était arrivé à 20 moutons et 5 chèvres. Belkacem, un jour, en revenant de la grande ville, avait ramené avec lui une vache. Il était à dos de la mule et la vache, attachée par une corde au cou, suivait derrière. Elle était de couleur russe et avait 2 petites cornes, l'une tournée vers le haut et l'autre légèrement vers le bas. C'était une vache typique de race locale. Arrivé à la maison, il annonça à toute la famille qu'il l'avait achetée. Sadia, comme d'habitude, alla chercher un peu de beurre et l'étala sur le front de la vache en disant « Bismillah, Allah ibark ». Belkacem s'entretenait avec son frère Saïd et lui disait que cette vache aurait bientôt un petit. Cette vache n'était pas docile. Il fallait l'approcher doucement, sinon elle fonçait avec ses cornes. Dahman pensait qu'elle était docile comme la mule. Alors il s'approcha d'elle et brusquement d'un coup de corne, elle le renversa par terre. Heureusement que l'enfant s'en était sorti avec seulement quelques égratignures. Petit à petit, tout le monde s'était habitué à la bête. Quelque temps après, la vache avait mis bas d'une jolie génisse de couleur jaune clair. C'était une petite fête. La famille avait donc droit, cette fois-ci, au lait de vache. L'enfant d'Ahmed en ville. Pendant que les bêtes broutaient paisiblement de l'air, Dahman, assis sur un rocher, il contemplait la grande ville Borj. Son regard tombait d'abord sur le silo de blé en tôle de zinc qui brille au loin, puis sur les trains qui se faufilaient dans la plaine comme de gigantesques serpents. L'enfant rêvait d'aller un jour en ville. Il ne connaissait pas ce que c'était la ville. Un jour, il s'adressa à son oncle Saïd et le pria de l'emmener avec lui à Borj. Saïd accepta et un bon matin, il le prit derrière lui sur la mule et partirent vers la grande ville Borj. La route était pleine de gens qui se dirigeaient vers la ville à pied et à dos de mulet. À chaque croisement ou dépassement, les gens s'échangeaient des salam wa alaykum salam. À l'entrée de la ville se dressaient les soldats français qui fouillaient ceux qui entraient et ceux qui sortaient. Le fil barbelé était partout. En dépassant cette entrée, l'enfant était surpris. C'était un autre monde pour lui. Des voitures qui passaient, des enfants à vélo qui circulaient dans tous les sens. Tout ce monde représentait une curiosité pour l'enfant. Chaque mouvement, chaque objet attirait son regard au point où, en les suivant des yeux, sa tête restait tournée vers l'arrière. Son oncle le rappelait à chaque fois de regarder devant pour éviter de tomber de la mule. Après la traversée d'un pâté de maisons, Saïd et l'enfant arrivèrent à un endroit où il y avait des écuries. Saïd y attacha la mule, prit l'enfant par la main et s'adonna à ses petites courses. L'enfant était hypnotisé par les mouvements de la ville. Voilà des enfants à vélo, des voitures, des charrettes tirées par des mules qui circulaient dans tous les sens. L'oncle Saïd tirait l'enfant fortement par le bras pour le pousser à marcher.
De loin, l'oncle donnait l'impression qu'il traînait de force l'enfant. À un moment donné, l'oncle lâcha l'enfant. Ce dernier, en continuant à suivre des yeux le mouvement des voitures, sans regarder devant lui, heurta de la tête un grand poteau et tomba en arrière. L'oncle accourut et le releva. Il avait une petite bosse au front. L'oncle dit à l'enfant, « Ce n'est pas grave, mais maintenant tu es au moins réveillé. » Saïd passa par la suite chez l'épicier habituel, acheta du sucre, du café, du sel, du pétrole, des bonbons et des dattes. Il lui demanda s'il y a du courrier. L'épicier avait répondu qu'il n'y en avait pas ce jour-là. Après avoir réalisé ses achats, il alla à l'écurie, détacha sa mule, paya le gardien et reprit le chemin du retour. L'enfant, durant le trajet, ne s'arrêtait pas de se remémorer les images de ce qu'il avait vu en ville. À l'arrivée, il était fatigué. L'oncle raconta à la famille l'aventure qu'il a connue avec l'enfant en ville. Sadia, sa grand-mère, disait « Il n'a jamais vu la ville, c'est tout à fait normal. » Depuis ce jour-là, Dahman passait souvent avec son troupeau par le côté de la montagne qui donnait face à la grande ville. Il s'asseyait sur le sommet du grand rocher de Haush Satara, son chien Taïou à ses côtés. Il observait au loin la ville. Il savait maintenant ce qu'elle renfermait. Pour lui, c'était une véritable fourmilière humaine. Les gens allaient dans tous les sens. Il y rentrait et sortait par groupes comme des fourmis. La disparition de Taïou. Un jour, comme d'habitude, l'enfant se prépara pour emmener son troupeau au pâturage. Son chien n'était pas présent. Il l'appela de toutes ses forces, mais en vain. D'habitude, au premier appel, Taïou était présent et bougeait sa queue en guise d'obéissance et de fidélité. C'était quelque chose d'anormal. Dahman alla demander à sa grand-mère si elle avait des nouvelles de Taïou. Cette dernière lui avait répondu qu'il apparaîtrait peut-être au courant de la journée. Il était allé quelque part, mais il reviendrait peut-être. Dahman éprouvait une tristesse sans limite. Il conduisit cette fois-ci son troupeau sans son compagnon. À chaque fois qu'il arrivait à un endroit donné, il appelait de toutes ses forces « Taïou, Taïou, Taïou !» Mais hélas, il n'y avait pas le moindre signe de Taïou. Quelque chose lui était sûrement arrivé. D'ailleurs, même les chiens des voisins avaient disparu subitement eux aussi, et personne ne s'était inquiété sur leur sort. Après le 4e jour de la disparition de Taïou, Dahman dirigea son troupeau du côté de Kefora. De loin, il vit beaucoup de corbeaux qui survolaient le rocher. Il se dirigea vers l'endroit et découvrit dans une fente d'un grand rocher des corps de plusieurs chiens dont celui de Taïou. Au retour à la maison, il informa sa grand-mère. Cette dernière lui avait répondu que c'était une maladie très grave qui les avait emportés. Plus tard, l'enfant sut que les chiens avaient été volontairement tués sur ordre des Moudjahidines. La séparation de son seul compagnon donnait une grande tristesse à l'enfant qui, désormais, évitait d'emmener son troupeau du côté de Kefora, car cela lui faisait rappeler Taïou. La tâche était devenue très difficile pour l'enfant, car sans Taïou, il fallait maintenant courir, crier et lancer des petites pierres pour aller au troupeau une chèvre ou une brebis qui s'écarte. Depuis l'élimination des chiens, les chacals et les renards, à la tombée de la nuit, rôdaient aux environs de la maison. Souvent, la nuit, ils arrivaient à défoncer les modestes portes des poulaillers et la pinière et faisaient des dégâts. Le lendemain matin, toutes les femmes se lamentaient, car c'était des poules ou des lapins qu'elles perdaient. Le déclin graduel de l'activité à Jebel Mraisan. La vie à Jebel Mraisan commençait à devenir très dure. La récolte obtenue la première fois ne s'était plus reproduite. D'une année à une autre, elle ne faisait que régresser. La nourriture commençait à devenir rare aussi bien pour les hommes que pour les bêtes. La source d'eau qui avait été creusée initialement s'était tarie. Il fallait ramener de l'eau de Ain al-Malab, qui était une source à faible débit. C'étaient les femmes qui y allaient le matin de très bonne heure avec leurs outres pour les remplir et les ramener sur leur dos. Cela ne suffisait pas. Les hommes étaient obligés d'aller à dos de mule, ramener dans des tonneaux en bois de l'eau de Ain Shiwana.
Le mulet blanc de Si Mohamed qui faisait la paire avec la mule de Belkacem pour les différents travaux était mort. Devant le manque d'eau, les hommes avaient décidé de creuser encore en profondeur la source initiale. Ils pensaient que l'eau serait abondante en profondeur. Ils avaient commencé à creuser et ils avaient rencontré un rocher. Tout le monde disait que l'eau se trouvait sous ce rocher qui l'empêchait de sortir. Ils s'attaquèrent alors à ce rocher, armés de grandes masses de leviers et de pelles et de pioches. Ils travaillèrent sans relâche. La boue qu'ils dégageaient était parfois de couleur jaune, grise, blanche ou noire. À chaque fois qu'ils arrivaient à une couche de sol, ils prenaient un échantillon, le touchaient des doigts et disaient « c'est un signe de présence de l'eau ». Au bout de quelques semaines, ils arrivèrent enfin à dégager le rocher. Juste en l'enlevant, l'eau avait coulé à flot pendant un moment, puis elle s'était arrêtée définitivement. En réalité, c'était une petite réserve qui était stockée depuis des temps immémoriaux sous ce rocher. C'était la désolation pour tout le monde. Tous les efforts déployés étaient partis en l'air. Quelque temps après, les moutons commençaient à mourir. Belkacem, sentant le danger arriver, alla chercher le propriétaire et lui rendit ses bêtes. Tout calcul fait, il ne resta pour les deux frères qu'une chèvre avec son petit. La vache fut vendue au souk de la ville. La génisse avait été vendue à un habitant du versant est du Djebel. Chaque soir, la génisse revenait. Elle poussait avec ses corps le portail d'entrée et rentra dans la cour. Toute la famille la regardait en pleurant. L'animal ne voulait pas lui aussi accepter la séparation. Mais la situation était telle qu'il était impossible de garder la génisse. Chaque matin, son nouveau propriétaire venait la reprendre. Cela avait duré 3 jours. Au 4e jour, la génisse n'était pas revenue. C'était la séparation définitive. La génisse avait laissé un grand vide. Dans la cour de la maison ne restait que la mule, la chèvre et son petit. Belkacem converti en bûcheron. L'activité agricole sur le Djebel avait atteint donc son plus bas niveau. Il fallait donc trouver une autre activité pour subsister. Belkacem se transforma alors en bûcheron. Il connaissait bien les forêts depuis celle de l'Orefet jusqu'à celle de Boni. Il partait la nuit en empruntant les chemins, passant par les oueds et les terrains accidentés pour ne pas être repéré par les gardes champêtres. Au lever du jour, Belkacem était déjà de retour. Il coupa le bois en petits morceaux, le chargea sur la mule et alla le vendre contre un prix dérisoire à un sultan. À cette époque-là, beaucoup de gens s'étaient rabattus sur la vente du bois. Recours aux herbes sauvages comme nourriture. La situation s'était empirée davantage. Il arrivait souvent que la famille n'avait pas de quoi manger. Alors, les femmes sortaient au champ munies d'un grand koufa en alpha et d'une petite pioche. Elles récoltaient des herbes sauvages comestibles appelées dans le langage local comme suit: Gorenjdi, Jarniz, Gernina, Telma, Tefra et Guise. Elles remplissaient leurs couffins et choisirent un endroit, puis s'assirent et commençaient à éplucher les plantes cueillies en leur enlevant les fleurs et les feuilles épineuses. Dès que le travail était fini, elles rentraient à la maison et faisaient leur soupe avec ces herbes. La chèvre ne donnait plus du lait. Saïd décida alors de la vendre avec le bouc. La famille avait tout perdu. Tous les efforts déployés pour s'accrocher sur cette montagne n'avaient servi à rien.